Bonjour tout le monde et merci beaucoup Antoine de me permettre d'apporter quelques précisions avant de pouvoir soutenir mon doctorat le 15 décembre. D'ailleurs, il y a un de mes rapporteurs dans la salle, donc aucun stress pour moi. Et on va changer complètement de domaine puisque là, je vous propose d'aller dans un domaine artistique et la danse classique. Donc, fort d'une expérience de plus de 10 ans en tant que danseur classique, finissant mon parcours de psychologie clinique, j'ai embrayé sur un doctorat avec Antoine Bioy et Nathalie Dury en codirection à Paris 8. Et donc, s'est posé la question de comment j'allais aborder cette population. Et on s'est demandé, est-ce qu'on l'aborde d'abord en creux, c'est-à-dire par ce qui est très, très représenté dans la littérature scientifique, par la psychopathologie, alors la prévalence des troubles du comportement alimentaire notamment, la question du masochisme, la question de la régulation des émotions, ou alors en boss, c'est-à-dire par tout l'aspect psychologie positive, alors avec un slogan qu'on pourrait dire la danse pour la santé, ou alors sinon d'autres, enfin comme l'art-thérapie ou des choses comme ça. Et donc l'idée, ça a été de prendre la porte des états de conscience modifiés, en se disant qu'on allait avoir une focale un peu plus neutre pour pouvoir laisser émerger les contenus des danseurs. Donc j'ai fait 20 entretiens avec 20 danseurs classiques professionnels et il n'a jamais été question de leur poser des questions sur la transe, ça n'a jamais été apporté. Et on verra sur les 20 danseurs, il y en a 9 qui ont posé le mot de transe et toujours avec des contextes et des représentations sociales qui leur étaient propres, qui étaient adossées. Donc, dans les différents référentiels que j'ai utilisés, la transe en danse, je me suis j'ai beaucoup pris des travaux de Nancy Middle et des travaux de France Schott-Billman, qui sont les deux personnes qui ont le plus travaillé la question et qui sont françaises. Et donc, j'ai repris ces conceptions de La Passade, mais aussi de Rouget, sur une valence du dispositif. Donc, moi, j'en parle en termes de la fabrique de la danse, et c'est-à-dire que normalement, on parle souvent de danse par comment c'est regardé par le spectateur, et là, c'est comment, dans la fabrique de la danse, le corps, il va émerger, et quels états vont émerger dans la fabrique de la danse. Et ça vient de Fabry, une philosophe, en 2007, et ça a été repris par Leroy en 2018. Donc, à côté de ça, il y a la disposition, c'est-à-dire que donc le dispositif, c'est plus l'approche culturelle et la disposition, c'est plus l'approche psychophysiologique. Et donc, c'est comment le dispositif va rencontrer la disposition naturelle de la personne, du danseur, du transeur, en se disant, alors là, c'est André en 2011 qui a écrit un très bon article sur la transe et l'opéra, que psychologie, physiologie, tout ça, c'était inné à l'être humain et que ça allait rendre tous ces moments-là, tous ces états-là universels. Donc, dans cette approche-là, ce qui était très intéressant, et là on va pas du tout en parler, mais c'est l'espace de tension qui existe entre le dispositif et la disposition, puisqu'on se rend compte que le dispositif de la danse est extrêmement agressif pour les corps, et que pour s'en défendre, on pourrait dire que les états de conscience modifiés viennent comme une forme de transgression. Et donc c'est dans cet espace de tension, avec une forme où on peut renier certains besoins, et on est chez des personnalités qui peuvent être très très hyper adaptées, tout en ayant une très grande hyperstimulabilité psychocorporelle. Et donc comment ils peuvent se départir de pouvoir répondre à toutes les injonctions qui leur sont données, notamment sur ce que vous pouvez vous imaginer, mais chez les femmes, une très grande prévalence des troubles du comportement alimentaire, que je m'attendais pas aussi grande, mais il y avait 8 femmes sur 10 qui en présentaient et 2 qui avaient des troubles, on va dire, subliminaires. On a écrit un article pour essayer de contextualiser, parce que c'est un peu une gageure de penser que la danse classique peut contenir les ferments actifs de la transe. Donc on a écrit un article avec Antoine et Nathalie qui est paru cette année. Et cet article-là, en fait, il reprend des conceptions de Joanne Kealigné-Moku, qui est une anthropologue américaine qui a beaucoup travaillé sur la danse et qui explique que la danse classique est comme un autre type de danse. Donc on pense aux danses tribales, ethniques, primitives, folkloriques, toutes ces danses-là. Et elle dit en fait, la danse classique est une danse ethnique de notre société de la Renaissance, européano-centrée. Voilà. Donc je vais vous proposer juste les processus qui ont été retrouvés. Il y a aussi alors toute une partie sur les fonctions. Donc c'est les deux versants des résultats de la thèse. Là, je vous propose juste les processus pour qu'on comprenne comment ces différents processus viennent
s'agencer pour créer un état qu'on pourrait appeler de transcendance en 3 mots et de transcendance en un mot. Donc, il y a ce rituel qui va être donc quotidien, professionnalisé, et qui va permettre dans un cadre invariant du studio de danse, avec tout ce que vous pouvez vous imaginer du dispositif, c'est-à-dire une forme de costume, une salle où il y a des barres partout et où il y a des miroirs partout aussi, et la présence de la musique qui va jouer. Alors ça, si vous avez lu le livre génial de Rouget, qui date un peu mais qui est quand même très très complet, qui est un bain sonore qui permet d'avoir donc pour eux c'est le piano, dans d'autres sociétés ce serait, on pourrait dire, le tambour frappé, mais en tout cas le piano ça reste une corde frappée, et donc on a, donc ça c'est chez Schott Billman, cette notion de rythme presque en procédé autocalmant, qui vient créer un rythme et qui rappelle pour elle le rythme vraiment universel du cœur humain. Donc il y a le rituel qui a été bien incorporé, il y a des routines qui se transforment, qui ont été intégrées. Et puis progressivement, il y a la musique qui arrive comme un élément facilitateur. Il y a beaucoup de danseurs aussi qui parlaient de comment ils se connectent à la barre et comment ils viennent se mettre dans une autre forme d'identité. Et puis progressivement, il y a une concentration très profonde, et c'est très spécifique peut-être à la danse classique, puisque vous imaginez bien que c'est une danse qui est très technique. Et donc, il y a énormément de traits de personnalité qui vont être dans l'hyper-contrôle. Ça, c'est une étude de 2019 de Koshida qui explique que ce sont des gens très obsessionnels, perfectionnistes, avec une obéissance à la discipline. Et donc, dans un cadre très rigide, avec une codification des pas qui est ancestrale, qui date de 350 ans pratiquement, eh bien, le premier registre, et c'est un registre qui est très difficile pour les danseurs de dépasser, c'est le registre cognitif, d'essayer de toujours bien faire, de la bonne façon, et en plus ils sont ramenés par le miroir, ce qui les renseigne à chaque fois sur le fait qu'ils fassent mal, puisque vous imaginez aussi que la danse classique, dans sa version la plus excellente, est impossible à faire. Et quand je dis impossible à faire, c'est que Noverre, en 1760, donc a été un des premiers théoriciens de la danse classique, il a écrit « Rien n'est si nécessaire que l'en-dehors ». Donc l'en-dehors, c'est ça, c'est mettre ses jambes comme ça. Rien n'est si nécessaire que l'en-dehors pour la danse classique, et rien n'est aussi anti-naturel que l'en-dehors pour un corps humain. Donc en fait, il dit ça va faire mal, mais il ne le met pas noir sur blanc. Donc, au fur et à mesure, cette hyperabsorption sensorielle, elle va se transformer, c'est-à-dire que la sphère cognitive, elle va devenir une forme de pré-abandon de soi. C'est pour ça que je parle de néo-dissociation. Ça, c'est Hilgard, on en a parlé aussi un peu ce matin, mais qui dit qu'il y a toujours un spectateur vigile qui est là pour maîtriser la technique. Et donc, on arrive progressivement à une altération spatiale, temporelle. Il y a une forme et on se soucie aussi de l'altérité, puisque c'est une conduite groupale, la danse classique, lorsqu'elle est professionnalisée. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que de manière très homogène partout dans le monde, on est obligé de passer par les mêmes écoles et les mêmes processus de rite initiatique. Dans toutes les compagnies du monde, vous avez un cours tous les matins à 10h, que vous soyez n'importe où dans le monde, avec le même piano et avec le même enchaînement d'1h30, qui s'appelle le cours de danse, et qui vient segmenter le corps en tout petit. Vous commencez par juste faire des pliés, et puis ensuite vous développez dans l'espace et vous faites des grands sauts, des grandes pirouettes, et voilà. Donc, tout ça amène une altération spatiale, temporelle, corporelle, et on se met en lien avec l'altérité puisqu'on bouge en groupe, et on a bien la notion de corps de ballet vous voyez qu'on voit ici, la notion de corps de ballet ne faire qu'un. Qui est un autre problème, puisqu'à la fois vous avez cette notion où vous devez faire partie du corps de ballet pour pouvoir, alors on pourra appeler la notion de flow collectif, mais on doit passer par ces épreuves de corps de ballet pour ensuite se faire remarquer. Donc c'est très difficile de se faire remarquer quand on est dans une forme d'homogénéité comme ça sur scène, pour ensuite avoir un statut unique, par exemple d'être étoile comme on les nomme en France. Progressivement, le processus de dissociation les processus de dissociation arrivant, il y a une forme d'expérience corporelle et d'émotionnalité qui va être de plus en plus intense. Donc c'est à partir de ces moments-là où vous avez certains danseurs, là j'en ai listé 6, qui vont énoncer le mot de transe à ce moment-là de l'expérience. Et là on arrive dans des idées qui sont beaucoup plus abstraites, qui font preuve d'une créativité de leur monde imaginaire. Et c'est là où certains se permettent le lâcher-prise, ce qui reste quand même une forme de gageur en danse, puisque vous imaginez bien que c'est toujours dans un grand contrôle. Progressivement aussi, on va aller vers une autre forme de connexion, une dimension spirituelle et ou sacrée. Et alors certains ont aussi dit militaire, et d'ailleurs, vous voyez, quand on voit cette photo, ça évoque peut-être plus le militaire que le religieux, par exemple. Et donc, dans cette valence-là,
Il y a un attrait pour l'esthétisme, il y a un attrait pour des formes d'extase, comme ils peuvent le dire, pour de la méditation. Ça va être chez les danseurs qui sont plus anxieux, ils vont invoquer la méditation. D'autres qui vont être beaucoup plus dans une approche esthétique de la danse, ils vont parler de grâce. Et donc c'est juste pour vous dire que, et donc d'autres qui vont être très pendant l'entretien, qui vont beaucoup verbaliser autour de leur faculté à interpréter des rôles. Eux, ils vont parler. Il y en a 2 qui parlent de possession. Donc ça, c'est pour les danseurs interprètes, enfin plus interprètes. Donc, au fur et à mesure, là, dans tous les gens qui ont verbalisé la transe, on se rendait compte, donc il y avait par exemple Clara qui précisait que c'était un état qu'elle était contente d'avoir sans substance, donc ça veut dire qu'elle avait des représentations sociales sur le fait qu'on pouvait éprouver ces états-là sous substance qui pouvaient initier, on peut s'initier par la substance ou potentialiser les effets de la transe. Il y avait Julie qui expliquait qu'elle avait des expériences plus mystiques, spirituelles, avec des tremblements et de l'épuisement. Et elle se mettait en lien dans cette expérience avec, elle avait dansé un rôle qui est le Sacre du printemps de Nijinsky, et qui est un rôle qui particulièrement reconvoque cet état de rituel dansé païen dans la Russie d'antan. Donc, il y en a une autre qui parlait de versant sectaire, en s'inquiétant que ça puisse aller trop loin, et elle, pendant tout l'entretien, elle se plaignait aussi du dispositif extrêmement contraignant de la danse classique. Une autre parlait de flux, d'énergie, de synchronisation qui était adossée aux idées de transe. Il y en a une autre qui parlait d'émotions extrêmement délirantes, et cette personne-là, c'était celle qui devait arrêter la danse et qui expliquait que depuis 10 ans, elle était enfermée dans ce dispositif, puisque par affiliation, sa mère et sa grand-mère voulaient qu'elle en fasse. Elle avait réussi à rentrer dans la plus grande instance française, dans l'école puis dans le ballet, et qu'en fait, elle cherchait des formes d'échappatoire, mais que chaque année, elle réussissait. Et donc, elle se disait, mais je suis obligée de me mettre dans des états qui sont plus maintenant des états du tout agréables, mais comme on le disait un peu là, je suis obligée de me dissocier d'une manière presque, alors non pathologique, mais je suis obligée de me dissocier pour ne pas me rendre compte de la pénibilité de ce que je suis en train de faire. Et pendant l'entretien, elle me disait, ben là, quand on évoque ça, c'est comme quand je suis à l'opéra et je me sens complètement dans un étau. Et elle était en état de conscience modifiée comme elle pouvait l'être en danse. Et donc, je lui ai proposé d'arrêter. Mais comme une danseuse hyper adaptée, elle a voulu continuer l'entretien. Donc, les ingrédients, ils sont vraiment multiples pour les danseurs. Il y en a beaucoup qui ont eu... Alors, beaucoup de femmes ont eu des verbalisations avec des métaphores culinaires qui venaient bien sûr renseigner de troubles du comportement alimentaire aussi chez elles, avec des idées que tout ça participait d'un mélange d'ingrédients. Et il y en a une qui disait, en fait, on a tous les ingrédients, mais on connaît la recette, mais c'est jamais le même gâteau qui sort pour parler de la transe, pour parler de ces états un peu paroxystiques qu'elle pouvait retrouver en danse. Et puis, le 7e point, c'est la transcendance et le dépassement de soi, parce qu'il apparaît que c'est une valence qui permettent à des danseurs de se réintégrer. Alors, je vais expliquer ça. Ce sont des danseurs qui amenaient des idées métaphysiques fondamentales. Alors, ils parlaient d'unicité, d'humanité, d'universalité, d'harmonie, de fraternité. Et c'était vraiment le travail de buter qui était le plus loin pour eux dans cet état paroxystique. Et donc, on se rend compte que les représentations sociales de l'avènement de la danse, donc au XVIIe siècle, ça répondait et ça correspondait aux verbalisations que les danseurs avaient actuellement, c'est-à-dire cette idée de la Renaissance avec tous les mots qu'on vient de citer, unité, universalité, harmonie, humanité. Et donc, on peut se dire qu'il y a les mêmes ferments actifs dans les processus depuis 350 ans qui sont réactivés par le dispositif de la danse classique. Donc tout ça, ça posait aussi la question de la fonction de la danse, que je ne vais pas développer là. Mais en tout cas, on se rendait compte que là, le danseur, il était dans une forme de recherche presque de transhumanisme ou de quelque chose de transpersonnel. Et alors, c'est la diapo d'après. La pensée transhumaniste n'est pas étrangère à la danse classique, puisque la danse est toujours intéressée à l'étude des potentialités du corps pour tenter d'en dépasser les contraintes. Je vous ai mis une photo de Sylvie Guillem, qui a été le grand... Alors, c'est une figure qui est très invoquée parmi les participants. C'est la grande figure, presque, j'allais dire transhumaniste, tellement on a l'impression qu'elle est dépareillée et qu'elle se sert de ses jambes comme vous pourriez vous servir de vos bras. Donc il y a eu beaucoup d'évocations à cet égard sur l'homme de Vitruve de Vinci, les représentations géométriques qui parlaient de leurs jambes comme de compas, d'arcs, de tracés, de règles, ou la kinésphère qui est un propos qui nous vient de théorie de Rudolf Laban, mais qui rejoint en fait cet espace que vous pouvez avoir autour de vous et de possibilités de déplacement dans une sphère qui pourrait y avoir autour de vous.
Donc, on pourrait se poser la question de savoir s'il s'agit de transcendance dans la transcendance. Et en fait, des travaux nous disent qu'il s'agit presque d'autotranscendance. Donc, c'est en fait ce que vous a dit aussi Monsieur Cardenia ce matin. C'est que le grand principe d'être adossé à quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus large, est tellement difficile à pouvoir toucher que finalement on se rend compte que les danseurs, là, de la façon dont ils pouvaient utiliser la danse, avaient plus à voir avec une forme d'auto-actualisation, donc une tentative de dépassement de soi. Et dans le dépassement de soi, il n'y a pas le principe avant qui normalement vient faire buter, c'est s'accomplir. Là, on est dans un dépassement, donc on ne sait pas où ça va, mais ça continue. Et puis que le contenu de la transe, il était souvent individu-centré et que le but de tout ça, c'était de dépasser ses propres limites corporelles, et c'est un petit peu ce que cherche le transhumanisme maintenant. Donc du coup, ça m'amène à penser une forme de conclusion qui serait que la transcendance classique, donc c'est une transe cinétique, là quand je dis le mot, ça me fait penser à Ackstein, je ne sais pas si vous connaissez la transe terpsichore danse, donc c'est un mouvement de danse transée, d'une culture haïtienne qu'il a repris. Elle est d'inspiration et communielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de possession, mais en tout cas, on vient convoquer des grands principes métaphoriques. Donc ça, c'est référence aux travaux de Rouget sur la possession. Et puis, elle est à visée performative et esthétique, et ça, c'est Nancy qui l'avait écrit dans un article. Donc on s'aperçoit que les danseurs ils témoignent de l'intention d'accéder à ces états paroxystiques, mais qu'ils n'y arrivent pas tout le temps. Donc il y a une intention, mais ils n'y arrivent pas nécessairement. Donc l'idée derrière cette thèse, au-delà de participer à l'enrichissement de la taxonomie des trans, c'était aussi d'apporter une grammaire sociale au phénomène de la compréhension de la danse, des états de conscience modifiés dans cette population très spécifique, et d'aborder un autre point de vue, c'est d'appréhender la nécessité des moments de dissociation, alors là qui sont professionnalisés, qui sont réversibles, qui sont non pathologiques, et qui amènent cette idée qui est très jolie d'une culture qui se ferait, alors toutes les cultures sont un peu comme ça dans le sport, dans la danse aussi, mais d'une culture de l'avènement, en place de la société de l'événement, qui vient faire par exemple par une substance, l'ingestion d'une substance, un état altéré de conscience, et là on est plutôt dans un état de conscience modifié. Donc en somme, dissociez-vous mais sans artifice. Merci. Merci Florent. J'entends presque deux tendances dans ce que tu décris dans la pratique de la danse. J'ai l'impression qu'il y a un endroit, il y a une transe spontanée comme l'exposé qu'on a entendu juste avant, comme une forme de réaction à des postures d'inconfort, à une souffrance du corps. Et j'ai l'impression qu'il y a un autre discours qui serait plutôt une recherche volontaire plutôt qu'une apparition spontanée. Est-ce qu'il y a les deux tendances ou est-ce que j'ai pas compris ? Non, je sais pas trop où ça veut, enfin l'idée derrière, mais ça ne répond pas à tout le monde. C'est pour ça que ça demande vraiment des dispositions particulières. Vous emmenez un enfant à faire ses gammes au piano, il va arrêter à 10-12 ans, ça s'appelle la puberté. Il va vous dire, ça m'emmerde vraiment de faire ça, c'est beaucoup trop obsessionnel pour moi. Donc dans la danse classique, ça vient déjà répondre à une forme de petite obsessionnalité pour le détail, pour le goût du travail. Donc voilà, c'est là où le dispositif rencontre bien la disposition et où vient la faire émerger, la créer. Ma question, c'était de penser peut-être qu'il y a des gens qui recherchent volontairement l'état de transcendance, alors que peut-être c'est simplement le dispositif aussi, avec tous ces inducteurs, et notamment cette notion un peu de masochisme qu'il peut y avoir dans la douleur qui est faite au corps, qui spontanément, à nouveau un peu en réaction à des fibromyalgies comme on l'a vu tout à l'heure, les gens pouvaient glisser eux-mêmes sans chercher. C'est la dimension volontaire ou involontaire qu'on retrouverait peut-être chez certains et pas chez d'autres. Oui. À partir du moment où on va chercher les limites, il y aura nécessairement de la douleur, mais là la douleur, alors sur le versant masochiste, j'y suis pas trop allé parce que c'est un peu casse-gueule et c'est surtout très psychanalytique, mais il y a un penseur psychanalytique qui s'appelle Gérard Zweck, qui a écrit un livre sur les galériens volontaires, et en fait, c'est procédés autocalmants qui sont recherchés. Et donc, c'est là où c'est intéressant, parce que c'est plutôt un masochisme qui est gardien de vie, et non qui est mortifère. Donc ça, c'est une pensée de Rosenberg en 2015. Je te remercie. Merci.